Et quand j'écoute ce que dit Bruno Retailleau et quand je regarde ce qu'il fait, je me dis effectivement qu'il y a un deux poids deux mesures dans sa manière effectivement de traiter les Français. Je le dis parce que je le ressens comme tel. Il a mis 48 heures pour se rendre sur place. Je ne sais pas si pour d'autres communautés, il aurait mis autant de temps. Mais il était à Rome. S'il n'avait pas, il n'aurait pas arrêté son meeting pour se rendre effectivement auprès de la communauté en souffrance, qui d'ailleurs, au-delà de la communauté en souffrance. J'écoute ce qu'il dit et je regarde ce qu'il fait. Quelle belle façon d'analyser l'action politique. En tant que citoyen français, je suis frappé par ce décalage permanent entre les discours républicains et les actes concrets. Quand il parle de Bruno Retailleau et de sa différence de traitement envers certains Français, ça résonne fort. C'est ce sentiment d'injustice qu'on ressent parfois, cette impression d'être des citoyens de seconde zone. C'est difficile à vivre au quotidien quand on aime profondément ce pays mais qu'on se sent traité différemment. Je suis curieux de voir ce qu'il va dire ensuite. Et la communauté nationale dans son nationale d'abord, oui. En pleine émotion. Mais c'est vrai, on a le droit de se poser la question. Et en plus, il ne s'est pas rendu à la mosquée. Il s'est rendu à la préfecture. Donc, si ça s'était passé dans une église ou une synagogue, qu'aurait-il fait? Est-ce qu'il serait allé 48 heures après à la préfecture seulement? Ou est-ce qu'il serait allé aux côtés des fidèles pour leur dire effectivement sa compassion et son soutien? Premièrement. Ça s'appelle un procès d'intention. Bruno Retailleau ne s'est pas rendu à la rupture du jeûne de la grande mosquée de Paris, en prétextant qu'il faisait la différence et autres. Ce moment est crucial. Il pose la question que beaucoup se posent. Si ça s'était passé dans une église ou une synagogue, qu'aurait-il fait? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle touche au cœur de notre vivre ensemble. Le fait qu'un ministre se rende à la préfecture plutôt qu'au lieu de culte après un tel drame, ça envoie un message. Et quand on appartient à cette communauté, on le ressent comme un manque de considération. Ce n'est pas demander la lune que d'attendre la même compassion, le même soutien, quelle que soit la communauté touchée. Cette inégalité de traitement fragilise notre pacte républicain. Continuons à analyser ce débat. Oui, je crois qu'on a fêté Hanouka à l'Élysée. Oui, alors c'était pas Bruno Retailleau. Mais je ne parle pas de Retailleau, je parle du fonctionnement de la République. Retailleau, c'est pas que Retailleau, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Il incarne à un moment donné la position de la France. Il est dans un gouvernement. Là aussi, moi, ça ne m'a pas gêné du tout qu'on fête Hanouka à l'Élysée. Grand bien lui fasse au président de la République. Mais il y avait un membre du gouvernement à la rupture de il y avait un membre du gouvernement à la rupture de l'Iftar, M. Barrot, me semble-t-il. Absolument. Oui. Ouais. Cette séquence est particulièrement intéressante. On touche à la question de la représentation républicaine. Quand il explique que Retailleau a refusé d'aller à la rupture du jeûne à la Grande Mosquée de Paris, ça en dit long. Un ministre incarne l'État, pas ses opinions personnelles. C'est fascinant de voir comment les traditions républicaines peuvent être remises en question selon les personnalités politiques, et puis cette tension autour de la Grande Mosquée qualifiée d'ambassade algérienne. En tant que Français, ce genre de discours me fait mal parce qu'il suggère qu'un lieu de culte musulman ne peut pas être pleinement français. Voyons ce que la suite nous réserve. Non, mais Jean-Noël Barrot. Du Bruno Retailleau, non, mais il y avait quand même. On parle quand même de l'action du ministre. Là, vous parlez du président et après d'un ministre. Et dans un deux poids deux mesures ou pas? On ne parle pas de M. Barrot. Ne détournons pas l'analyse que je suis en train de porter. Je porte l'analyse sur les mots de Retailleau et l'action de Retailleau. Sur l'action de Retailleau. Enfin, sur les mots. Sur les mots. Alors, juste sur les délais, effectivement, le reproche a été fait à Bruno Retailleau. Vous avez pointé le fait que Bruno Retailleau a mis du temps à se rendre sur place. C'est un des reproches qui lui a été fait. Et qu'il n'est pas allé à la mosquée. C'est un reproche qui lui a été fait. Oh, cette partie est intense. La confusion entre politique étrangère et religion est vraiment problématique. Ce n'est pas parce qu'il y a des tensions avec l'Algérie qu'on doit traiter différemment les musulmans français. C'est exactement ce qui me désole dans le débat public actuel. Cette manière de mélanger des sujets qui n'ont rien à voir. Et puis je note cette phrase importante. C'est pas l'Algérie aujourd'hui. Oui, il s'agit bien de Français, de citoyens qui méritent le respect de leur institution. Ces détournements de conversation sont typiques quand on veut éviter de parler de l'essentiel. L'égalité de traitement. Passons à la suite. Et on lui a aussi reproché de ne pas avoir reçu la famille du jeune Aboubacar Cissé. Et il s'en est expliqué. Alors, je ne sais pas si on a le son, mais on le retrouvera. Allez-y, terminez, Karim. Donc, il ne se rend pas sur place. Il ne va pas à la rupture du jeûne dans un moment important pour les musulmans, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait jusqu'à présent. Tous les autres. Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, tous les autres l'ont fait. Ministre des cultes. Il dit abat le voile à la tribune d'un meeting. Je veux bien qu'on combatte effectivement le voile. Quand il parle de confusion entre islam et islamisme, on touche au cœur du problème. Cette ambiguïté entretenue a des conséquences réelles sur notre vie quotidienne.
Je ressens personnellement cette tension chaque fois que l'actualité parle d'islam. Et puis cette façon d'accuser sans accuser avec ce je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains, mais quand même, c'est symptomatique des débats médiatiques en France aujourd'hui, où on insinue sans assumer. Et quand l'autre parle de climat général en France, c'est exactement ça. Une atmosphère où certains Français se sentent constamment sous pression et suspicion. Voyons la suite. Là où la laïcité nous interdit de porter des signes religieux, c'est tout à fait normal. Mais quand on dit abat le voile de manière générale, on va bien au-delà de ce que la laïcité implique. Et puis, dans toutes ces sorties, Bruno Retailleau n'a que le mot islamisme à la bouche. Quand on n'a que le mot islamisme à la bouche, on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme. Les musulmans et l'islamisme. Moi, je veux qu'on combatte l'islamisme. Je veux qu'on combatte l'intégrisme. Je veux qu'on combatte les extrémismes. Je veux qu'on combatte le terrorisme. À l'évidence, et tous les musulmans le souhaitent. Mais à un moment donné, quand vous faites une... Ça devient vraiment intéressant. L'intervenant parle d'un racisme anti-musulman d'atmosphère. Cette expression est tellement juste. C'est ce sentiment diffus mais omniprésent qui pèse sur notre quotidien. Et puis cette façon d'essayer de détourner le sujet en allant chercher les origines bosniennes de l'agresseur, c'est exactement ce que je reproche au débat public français. Cette obsession des origines quand ça arrange. Il a raison de s'indigner face à cette instrumentalisation. On voit bien comment certains essaient de créer une narration qui déresponsabilise le climat de tension qui existe en France. Continuons. Confusion permanente dans la sémantique, dans les mots utilisés, quand vous créez le doute. C'est pas sain tout ça. Alors, Alors, moi, je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains. J'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est sa faute. J'irai pas jusque-là. Je dis simplement qu'il n'est pas neutre dans sa position, qu'il n'a pas de position juste à l'égard de tous les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Et moi, ça me dérange parce que la République, c'est l'égalité de traitement de tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'appartenance d'origine. Et c'est la question du... Cette partie est puissante. L'intervenant refuse catégoriquement l'approche ethnique de la société française. Il est français l'assassin. Cette phrase est fondamentale. C'est tout l'enjeu de notre conception de la citoyenneté qui est en jeu. En tant que Français, je ressens fortement cette tension. Sommes-nous définis par nos origines ou par notre citoyenneté? L'hystérie autour des origines qu'il dénonce est tellement réelle dans notre société. Et puis sa défense du terme islamophobie est importante. Rappelez que ce n'est pas une invention récente mais un concept qui date de la colonisation française. C'est crucial pour comprendre les mécanismes actuels. Voyons la suite. Poids de mesure qui est dénoncé notamment Pour par le la voile gauche et que soulève Karim. Alors, pardon. Sport en général. Oui, du non, mais, sport. moi, tu parles de confusion, Karim, Je excuse-moi. crois, Alexandre aussi, qui est bien arrivé. Il y a une grande confusion dans tout ce que tu dis, parce que tu nous expliques qu'en parlant d'islamisme, il établit une confusion entre l'islam et l'islamisme. Où vas-tu inventer ça? Où vas-tu inventer ça? La confusion permanente. Non, pardon. Ne pas vouloir aller dans l'ambassade algérienne à Paris, qui est la grande mosquée. L'ambassade algérienne à Paris. Oui, enfin, c'est Non, mais tu vois, toi aussi... Tu ouvres une boîte de Pandore, tu te permets toutes les outrances. La grande mosquée de Paris, l'ambassade. Le recteur, si on commence le débat sur cette manière-là... On va essayer de faire un débat respectueux et dans le calme. Allons-y tranquillement. Allez-y. Ambassade, c'est pas non plus une insulte. On sait que dans le contexte aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie, le recteur de la grande mosquée de Paris est un relais du pouvoir algérien en France. C'est pas une insulte que de dire ça. Et par ailleurs, lui-même le reconnaît. Pourquoi les autres ministres y allaient à la grande mosquée de Paris? Je vous pose la question. Pourquoi Bruno Retailleau n'y va pas? C'est parce qu'il est dans un bras de fer avec l'Algérie sur la question des expulsions, sur la question de Boualem Sansal. Mais la grande mosquée de Paris, c'est pas la mosquée les amis, on est parti sur l'Algérie qui passe franchement le sujet du jour. La mosquée des musulmans. Allez, s'il vous plaît, je vous ferai terminer. Le sujet, c'est pas l'Algérie aujourd'hui. Tu fais une confusion extrême. Non, une confusion, c'est la réalité. Tu mets de la politique et du conflit là où il y en a pas. Je vous ferai terminer. J'explique juste comment il a justifié. Mais le sujet n'est pas l'Algérie aujourd'hui. Je suis d'accord, mais j'explique juste comment il a justifié le fait de ne pas aller à la rupture du jeûne. Et par ailleurs, il y avait en effet, Laurence l'a dit, un membre du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est juste qu'à la fin, parler de confusion, quand tu le reproches de se battre contre l'islamisme, tu dis qu'en parlant d'islamisme, il va créer une confusion avec l'islam. Et dire à la fin, mais je ne l'accuse pas d'avoir du sang sur les mains, je suis désolé, tu as la même rhétorique. Parce que je pense que le passage à l'acte n'est pas lié essentiellement à Retailleau. C'est un climat général en France. Ça va mieux en le disant. C'est un climat général en France. Il n'est pas français, l'assassin. C'est un climat général. Par ailleurs, il est pas français. Justement, oui, c'est intéressant parce que moi, je crois que dans cette affaire, effectivement, on essaye de faire croire qu'il y a une islamophobie d'atmosphère. Moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie, mais en fait, un racisme anti-musulman d'atmosphère. Effectivement, il faut donner tous les faits. C'est pas un militant identitaire ou un militant d'extrême droite qui
qui a commis un assassinat politique. C'est un Bosnien, quelqu'un dans un pays qui a une histoire particulière. Donc, est-ce que c'est un drame? Français, a priori. Oui, il est né en France, mais il a des origines bosniennes. Et on sait ce qui s'est passé en Bosnie il y a quelques décennies. Donc, on peut aussi bien y voir un drame du multiculturalisme français, je crois, qu'une agression liée à tel ou tel groupuscule identitaire. Donc on voit bien qu'il y a une instrumentalisation. On voudrait nous faire croire que c'est les propos du ministre de l'Intérieur, les propos de Marine Le Pen ou je ne sais qui auraient provoqué ce crime. Je crois que c'est pas du tout le cas. Et ceux qui veulent nous le faire croire nous disent attention, les propos d'un tel ou d'un tel veulent nous entraîner dans la guerre civile. Je crois que précisément c'est plutôt l'extrême gauche qui veut nous entraîner dans la guerre civile et qui parle de brigade de défense. Moi, je suis effrayé d'entendre les propos d'Alexandre Devecchio qui nous propose, je dirais, de tomber dans une approche purement ethnique de la société française. Il est français, l'assassin. Et arrêtons d'aller chercher les origines en permanence pour dire mais c'est pas un Français de souche, c'est un Français de telle origine, mais peut-être c'est culturel, donc, mais peut-être que c'est ci, mais peut-être que c'est ça. Mais vous vous rendez compte de la folie de votre raisonnement? Il faut arrêter avec ça. Il est français. Ce moment est révélateur. Quand il défend le mot islamophobie face à ceux qui prétendent que ce terme sert à interdire la critique de l'islam, on touche au cœur des manipulations sémantiques actuelles. Et puis cette indignation sur le ministre qui met 48 heures pour réagir sans même aller voir les fidèles, ça me parle directement. Cette différence de traitement, on la ressent au quotidien. La façon dont son interlocuteur balaie cette préoccupation en disant « tu t'en fous » montre bien le problème. Pour certains, cette inégalité n'est tout simplement pas un vrai sujet. Mais pour nous qui la vivons, c'est une réalité quotidienne, qui mine le contrat républicain.